Bonsoir tout le monde, merci d'être venu à cette réunion publique que nous avons souhaité organiser assez rapidement suite à un projet pour lequel la collectivité a été sollicitée. Donc notre sujet de ce soir, c'est l'opportunité d'avoir un nouveau parc éolien sur notre territoire. Et comme nous nous y étions engagés sur des projets de cette importance, il est absolument indispensable d'informer la population et de consulter la population pour recueillir son avis sur ce projet. Je vais faire une petite présentation rapide. Vous avez donc les 3 feuilles devant vous. Je vais d'abord présenter la première qui est la carte IGN en couleur avec le territoire de Chiche-Beauville. Alors je précise bien qu'ici on est sur une partie uniquement Chiche-Beauville et non pas Monteux-Chiche-Beauville, dans la mesure où le projet concerne uniquement la commune déléguée de Chiche-Beauville et qu'il n'a aucun impact en termes de visibilité ou sonore sur la partie montaise de notre commune. Vous avez donc sur la carte IGN la partie Chiche-Beauville-Bénouville, vous pouvez voir également le Bellangreville au nord, Secqueville et Conteville. Vous avez sur les zones de couleur, vous avez la zone de 20 km du radar de falaise qu'on appelle les zones tampons, qui interdisent ou limitent fortement l'implantation d'éoliennes sur ces zones. Donc vous avez le radar de falaise et les 15 km de l'aéroport de Carpiquet. En bleu. Vous avez une limite de 1000 mètres par rapport aux habitations qui était au moment de l'implantation du premier parc, une limite fixée pour l'implantation des éoliennes, limite qui n'existe plus aujourd'hui car depuis plusieurs années, l'État a réduit cette limite en limitant à 500 mètres l'implantation d'éoliennes par rapport aux habitations. Je vous rassure tout de suite, pour nous, c'est forcément 1000 mètres. En dessous, ça sera non. Vous avez avec des petits triangles rouges les éoliennes qui existent déjà. Donc vous avez le parc existant de Chiche-Beauville-Conteville avec les 6 éoliennes sur Chiche-Beauville et les 2 sur Conteville, au sud de la carte. Vous avez également le parc existant du Castelet sur les collines et les bois de Secqueville et le parc existant de Frénouville qui se trouve plus au nord. Donc composé de 6 éoliennes également. Sur cette carte, vous avez le projet. Le projet, c'est le petit rond orange qui s'appelle scénario. Le scénario envisagé, donc le projet envisagé, ce sont 4 éoliennes. 2 sur Bellangreville, 2 sur Chiche-Beauville. Les 2 de Bellangreville se situeraient, pour ceux qui connaissent, en haut de la route du bois de Chiche-Beauville, au niveau de la carrière qui est exploitée actuellement par l'entreprise Tofoluti. Donc sur la route de la Hogue. Et l'autre se situerait plus à l'ouest du territoire, dans la continuité de la dernière éolienne de Frénouville. Donc pour celle-ci, nous n'avons pas d'avis à donner, étant donné que ce n'est pas sur le territoire de Monteux-Chiche-Beauville, mais sur le territoire de Bellangreville. Et pour ce qui concerne le territoire de Chiche-Beauville, vous avez 2 éoliennes qui sont en limite du territoire, dans une zone qui s'appelle la vallée de Conteville, qui se trouve en limite séparative du territoire de Secqueville-le-Castelet et du territoire de Ballandré par Conteville. Donc vous avez les 2 petits points, les 2 petits ronds orange qui sont au sud du parc existant. Sur la deuxième feuille en couleur, nous avons eu l'information, on a demandé les distances par rapport aux éoliennes. Alors, dans la qualité, vous pouvez voir, vous avez 4 éoliennes qui sont projetées, E1, E2 sur Bellangreville, E3, E4 sur Chiche-Beauville. Et vous avez les distances par rapport aux habitations, sachant qu'on a demandé des distances par rapport à toutes les habitations et pas uniquement celles de Chiche-Beauville. Vous avez également les distances par rapport à Conteville, les distances par rapport à Secqueville et les distances par rapport à Bellangreville. Pour les éoliennes qui sont sur notre territoire, elles sont
toutes à plus de 1,5 km du bourg de Chichboville. Elles seraient placées derrière le parc existant. Je vais m'arrêter là pour secrétaire pour savoir si vous avez déjà des questions sur l'implantation. N'hésitez pas. Nicolas. Comment est-ce qu'on définit comment est-ce qu'on choisit la place, quels sont les critères pour... Alors, nous, on ne choisit pas. En fait, le préfet a défini il y a déjà une année un zonage favorable à l'éolien pour tout le Calvados. Et dans ce zonage favorable, nous sommes en plein dans un couloir où peuvent s'implanter les éoliennes. Après, il y a des distances à respecter entre chaque parc éolien pour éviter une perte d'exploitation. Ça dépend de l'implantation de l'éolienne, ça dépend sur le dénivelé. Ça, c'est à voir entre chaque promoteur. Mais je pense que ce qui a défini ici le parc, je vais être très honnête, c'est quel propriétaire est d'accord pour implanter les éoliennes sur ces terrains. Et les 4, c'est pas un secret, tout à l'heure on peut le dire, les 4 terrains qui sont concernés ici appartiennent à M. Gaumont, ancien exploitant agricole de Bélangreville, qui habite aujourd'hui à Maison. Je poursuis donc avec la dernière feuille. Alors, la photocopie est un peu claire. On a une description de ce qui sera installé. Donc 4 éoliennes d'une puissance unitaire moyenne de 3 à 4 MW. Ça rentre dans un projet d'extension parce qu'on a déjà un parc éolien existant, situé à plus de 1000 mètres des habitations, nous l'avons dit. La production attendue par an est d'environ 30 à 40 millions de kilowattheures. Donc les promoteurs nous font toujours un équivalent en personnes, donc 11 500 personnes d'électricité et chauffage. Et ils mettent en avant les retombées fiscales, donc 25 500 € pour Bélangreville tous les ans, 23 500 € pour Moult de Chichboville tous les ans, 71 500 € pour la communauté de communes de Vallès-Dunes, 45 500 € pour le département et 4 000 € pour la région Normandie. Auquel s'ajoute ce que les promoteurs appellent des mesures territoriales, donc des mesures d'accompagnement d'un montant de 50 000 € pour la commune, donc pour un projet que la commune pourrait avoir. Projet environnemental. Un financement participatif à destination des habitants de la collectivité, un peu sur le même thème, c'est-à-dire si on a un projet des habitants, ça pourrait être financé également. Et un investissement participatif, là ça rejoint aussi à destination de la collectivité territoriale, dont nous n'avons pas le chiffrage aujourd'hui. Oui. La puissance aujourd'hui des éoliennes installées? La puissance des éoliennes est installée. Savoir, elles vont être plus grandes ou identiques? Ah, elles sont identiques, ce sera exactement les mêmes, pas plus grandes. Quasiment les mêmes puissances. Ouais. 2,5. Ouais, un petit peu plus. C'est-à-dire qu'avec la même taille, aujourd'hui, ils sortent des moteurs plus puissants. Ouais, On peut monter à 4, ma question. mais celles qui sont présentes, c'est 2,35 ou 2,5. Elles sont à 2,5. Ils ne peuvent pas monter au-dessus. Ils sont limités justement par les... Et on est à 150 mètres en haute panne. Ouais. Et comme Ouais. celle qu'on a aujourd'hui, il est hors de question d'avoir des projets à 200 mètres comme on peut avoir en Brossy-Ordodon, donc ça, hors de question. Et du coup, une autre question, les câbles électriques, ils passent où et comment? On les a Alors, déjà? aujourd'hui, il y a un raccordement qui s'est fait sur le chemin de Jorre, qui a été fait déjà sur un chemin communal, qui a raccordé un poste électrique qui se trouve dans le bois de Séguille, qui est rattaché directement à la station électrique La Tourbe de Bélangreville. Donc il suivrait exactement le même chemin. Il raccorde au poste existant. Et voilà, Et il ensuite, ne ferait il pas un raccorde. autre poste Non, moi c'est ce que je dis, qui se raccordait au poste existant. Pour 2 éoliennes, c'était possible. Pour celle de Chichboville, pour celle de Bélangreville, on n'a pas l'information. Oh, il y a une grande chance qu'ils reviennent sur les autres aussi, les 6 autres. Il va y avoir un poste. Plutôt sur celle de Frénouville. Il est proche, oui, De Frénouville, je pense qu'ils se raccorderont sur le parc de Frénouville, étant donné que c'est le même promoteur. Oui, c'est ça. Quel est le promoteur? Le promoteur s'appelle IEL, IEL Développement. Il propose d'ailleurs de faire des permanences à la mairie de Chichboville pour justement répondre à toutes vos questions qui sont un peu plus pointues que les questions générales auxquelles nous on peut répondre. Ils sont à votre disposition. Ce qui est important de noter, c'est la distance
où on sera derrière les existantes, et la hauteur qui ne dépassera pas les existantes aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Enfin, voilà, il n'y a pas d'effet négatif immédiat par rapport à votre visibilité depuis vos habitations. Je voudrais savoir quel était l'intérêt de la commune. Alors, pour être tout à fait honnête, ce projet, donc il y a un an, comme disait tout à l'heure Coralie, nous l'avions gentiment voté en touche, parce que pour nous, il était hors de question d'avoir ces éoliennes qui auraient été placées devant les existantes et plus hautes. Donc ça, c'était un non catégorique. Sauf qu'on n'a pas eu le choix. Le 30 juin, je me suis rendue en réunion en préfecture, où étaient invités la commune de Léandreville, la CDC et IEL, avec autour de la table l'ARS, la BDTM, enfin voilà, toutes les grandes entités d'État qui peuvent stopper des projets éoliens ou au contraire les faire activer. Le projet tel qu'il a été présenté ce jour-là était complètement différent de celui qu'on avait eu il y a un an. Et je ne vous cache pas que la préfecture, même si elle ne nous dit pas clairement, il faut être honnête, est pour le projet éolien. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est si on dit non, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'aura pas obligation? Voilà, on ne sait pas. Donc si on dit oui aujourd'hui, ça nous permet, nous, collectivités, de rentrer dans les démarches de négociation et d'avoir accès à ce qu'ils proposent en termes financiers. Et de maîtriser le projet, un peu plus, un peu plus que si on le refuse et qu'il nous a imposé. A-t-on des raisons de dire non? Je vais préciser sur quel est l'intérêt de la commune. J'ai envie de dire, mon point de vue à moi, peut-être, j'ai deux arguments, mais mon point de vue à moi en premier, c'est financier. Quel est l'intérêt de la commune? C'est d'avoir des ressources supplémentaires. Et l'autre intérêt qui pourrait être mis en avant, c'est le terme de participation à une politique de développement durable et de développement des énergies renouvelables. Ça, c'est les deux arguments qu'on peut mettre en avant. Je rejoins ce que mes camarades disent sur le fait de maîtriser le projet. On a eu l'exemple récemment sur des parcs éoliens où il y a eu des motions contre, où des communes ont voté contre, et les parcs se font quand même. Donc, je pense qu'on a tout intérêt aussi à être partie prenante dans ce projet, même si, alors on ne l'a pas dit, mais c'est quelque chose qu'on va faire. On va consulter les habitants. On va faire une consultation, et en fonction de la consultation qui sera faite, ça sera l'avis du conseil municipal. Donc si les habitants de Chicheville disent oui on veut, on suit, on y va. S'ils nous disent non, on dira non. Mais si on dit non, je ne peux pas savoir comment va se terminer le projet. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. On ne maîtrise pas la préfecture, on ne maîtrise pas la politique de l'État, et on ne maîtrise pas non plus le choix de la CDC. Il faut savoir que la communauté de communes de Vallès-Dunes a voté il y a quelques mois une motion, c'était une motion, oui, c'est pas une délibération, une motion en disant on ne veut plus d'éoliennes sur le territoire de Vallès-Dunes. Donc le conseil communautaire, qui a aussi son mot à dire sur le projet, votera vraisemblablement contre si le projet est présenté. Donc il y a ça, et on a aussi d'autres acteurs dans ce projet qui compliquent aussi ce projet. C'est qu'aujourd'hui on a un parc éolien existant, avec un promoteur historique, avec qui on entretient d'excellentes relations, il faut le dire, depuis maintenant presque 20 ans. Et le promoteur actuel ne voit pas d'un bon œil s'installer 2 autres éoliennes devant son parc actuel. Plus des problèmes juridiques qui pourraient apparaître sur les clauses de non-concurrence entre les terrains qui sont attribués pour les éoliennes. Parce qu'on a aujourd'hui des propriétaires qui ont signé des clauses de non-concurrence sur le premier parc existant et qui signent des contrats avec les nouveaux promoteurs. Donc je pense qu'on a aussi un conflit juridique qui pourrait être sous-jacent, mais que nous ne maîtrisons pas non plus. Daniel, vous voulez dire? Oui, moi j'avais une question parce que sur la question que vous allez poser, franchement aux habitants, moi ce que j'aurais préféré, c'est de savoir si les habitants ont des arguments contre
Et en fait, c'est ça qui est important. L'avis, vous allez avoir des gens qui, par principe, diront non. Alors, moi, je veux bien, mais il faut être pragmatique dans ces affaires-là. Le parc éolien existant, honnêtement, on ne l'entend pas, et bon, sauf Grand vent. sauf le grand vent, oui. Bon, mais quand il y a un grand vent, on sait calfeutrer chez toi, et on n'entend pas non plus. Bon. Donc, voilà, moi ce que je dis simplement, il faut essayer de recueillir les arguments pour et les arguments contre. Après tout, on vous a élu comme conseil municipal. Si vous n'êtes pas capable de reprendre vos décisions aussi, mais je comprends que vous écoutiez les arguments de ceux qui sont opposés. C'est pour ça aussi qu'on fait la réunion, c'est pour échanger, parce que Voilà. nous, on n'a pas encore préparé ce document et on voulait d'abord faire la réunion, échanger avec le plus grand nombre de personnes possible. Et puis, l'installation du premier parc, elle s'est faite aussi dans la concertation avec les habitants. Absolument. L'avis a été demandé et voilà, on est dans cette optique-là de continuité. Mon ressenti, c'est que le parc éolien, le premier, a été bien accepté par la population, justement parce qu'il y a eu beaucoup de pédagogie de fait. Et que les nuisances qui étaient peut-être attendues, dont on parlait pour les migrations, pour les nuisances sonores, moi qui ai vu l'avant-après, je ne les ressens pas. Après, je ne suis pas non plus au bord, je ne suis pas la maison la plus proche des éoliennes. Voilà. Non, mais lors des migrations, on ne voit pas d'oiseaux par Non, mais terre. c'était les inquiétudes qu'on avait au départ, qui aujourd'hui n'existent pas, soyons honnêtes. Voilà. Pour moi, la seule nuisance qu'on peut avoir, c'est une nuisance visuelle. C'est peut-être la seule si on n'est pas fan des éoliennes. Mais je pense que l'avis des habitants est aussi important à demander. Parce que, alors tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai pas un a priori négatif. C'est-à-dire je suis pas sûre que les habitants de Chicheville soient contre les éoliennes. J'ai plutôt le sentiment inverse de dire, voilà, le parc il existe et les gens se sont peut-être habitués. Je ne suis pas sûre qu'ils soient foncièrement contre le fait d'en avoir deux de plus derrière. Mais ça n'est que mon ressenti. Oui. Donc là, on parle de nous, Chicheville, mais du coup, vont être concernés aussi les autres villages. Oui. Ils risquent d'être Ils seront contre. consultés aussi. Comme nous l'avons été pour les parcs environnants. Et Parce que c'est eux qui vont être plus près. c'est Séville surtout. Apparemment, ouais, c'est Séville. Et puis les pompes, il faut C'est d'ailleurs là où c'est d'ailleurs là la subtilité de ce dossier, c'est que on nous demande à une minute chez Chicheville, pour l'implantation de ces éoliennes que on ne verra pas directement. Ce sera les autres. Donc, en gros, décidons pour les autres. C'est un peu ça. C'est pour ça que la je demandais. démarche. Il a fait ça, l'idée. Mais elles sont sur des terres de Chicheville. Donc voilà. Mais c'était important d'avoir votre avis, même si en soi ça ne change pas grand-chose par rapport à l'existant. Mais on ne se voyait pas prendre une décision sans en parler et sans avoir votre ressenti et votre avis avant. Pour nous, c'était une évidence. Sur l'aspect financier, Oui. pourquoi 25 500 pour Bélangonville et 23 500 pour C'est la question que je me suis posée. Je ne sais ils ont pas. deux éoliennes comme nous? Je ne sais pas. Ça sera à discuter. Ouais. Alors. De toute manière, là, si on peut parler un peu de fiscalité locale, là, on nous annonce 23 500 pour Montéchivoli et 25 500 pour Bélangonville dans le cadre de ce qu'on appelle les IFER. Sachant que depuis quelques mois, nous sommes passés en fiscalité professionnelle unique sur la communauté de communes et non plus en fiscalité additionnelle comme nous l'étions avant. Ce qui change grandement les choses, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 100% des IFER vont à la communauté de communes, qui doit organiser en son sein une répartition des IFER. Donc aujourd'hui, la communauté de communes dit je reste. Cette année, ils ont dit on reste comme on a toujours fait, donc on a récupéré 20% de nos IFER. Mais si la communauté de communes dit un jour je ne veux plus que les deux communes et leurs IFER on prend 100%, si le conseil communautaire vote, on ne pourra rien dire. Je précise quand même ce point, qui est un point sur lequel nous bataillons fortement, commune de Moult-Chicheville en conseil communautaire. Parce que ça concerne toutes les taxes, pas que les IFER, toutes les taxes sur les zones industrielles, les zones commerciales, etc.
Oui. Au niveau financier aussi, il y a un délai, c'est tous les ans qu'on... Alors, les IFER, là, les 23 500 euros, c'est tous les ans. Et les 50 000 euros, c'est en une fois. C'est Quelle pour- période Sans limite. C'est Quelle pas période tout le temps. Sans limite. Étant habitué aux politiques de l'État qui changent tous les 18 mois ou de 3 ans, je dirais qu'aujourd'hui, l'État me garantit indéfiniment 23 500 euros. Mais rien ne m'indique qu'un jour l'État changera et dira je fais autrement. Un jour, l'État m'a dit vous aurez une taxe d'habitation. Et un jour, il a dit je supprime et je vous compense sur l'année 2017. Et puis sur les non sans être réévalués tous les ans. Donc on a des taxes, la taxe professionnelle, pareil. On nous a dit on supprime la taxe, vous êtes compensé à l'année. Vous pouvez avoir plein d'entreprises qui arrivent, c'est pas grave, vous toucherez toujours la même somme. Et là, c'est la même chose parce que les IFER étaient amenés à évoluer. Et là, maintenant, c'est un package, c'est 23 500 euros. Même si l'entreprise fait des bénéfices, ça sera toujours 23 500 euros. Donc là, je ne peux pas m'avancer sur toujours. Oui. J'ai encore une question. Alors, moi, je suis plutôt pour un référendum. Je trouve ça très bien qu'on ait plus d'habitants. Ça, c'est la moindre des choses. J'ai une question, quelle est la part parce que 23 500 euros, je ne me rends pas compte, mais ça représente combien dans le budget de la commune? On a un budget de fonctionnement qui est de 3,5 millions. Donc c'est bien. Non, alors pour la culture, la commission com et culture, c'est plus de la moitié du budget de la commission com et culture. C'est un demi-poste d'un agent pour nous. Ah non, on compare comme ça. 25 000 euros, c'est la moitié d'un agent. Donc l'argument financier ne tient pas trop, quoi. C'est toujours ça. Vous savez, on a tellement, ça fait 3 ans qu'on est élu et on a essayé de rationaliser nos dépenses le plus possible pour ne pas augmenter les impôts. Moi, à 23 500, je les prends. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais du coup, c'est l'argument plutôt écologique, je dirais, non? Ah bah oui. L'argument financier, C'est sûr. j'ai un doute, quand même. Dans ce qui est proposé, m'intéresse plus ces 50 000 euros en une fois pour un projet sur le territoire. Parce que c'est, j'ai envie de dire, 23 500 euros, c'est 23 500 euros de recettes dans un énorme budget qui va être noyé dans plein de dépenses. 50 000 euros en une fois pour un projet bien précis, quelque chose de concret que les gens vont pouvoir voir. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de dire 23 500 euros de budget. Un projet écologique. Oui, forcément. C'est de la plantation de haies, c'est sur le marais, c'est plein de choses qu'on peut faire. Enfin, 23 500 euros, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, oui. Ah non, mais- Ah bah, Même si ça fait que 2% du budget, Oui, oui. on prend tout ce qu'on quelquefois c'est ce qui manque pour clore. S'il y a des généreux donateurs, on prend, je le dis tout de suite. On a du finance qui va s'énerver. T'en as pas le Non, mais il n'y a pas de petit. Ah, il n'y a pas de petit bénéfice. Les recettes, une recette, c'est une recette. Oui, oui. Oui, si vous n'avez pas quoi faire des 23 500 Vous euros. pouvez très bien nous les On a un projet en cours, là. Après, voilà. On a des bâtiments restaurés, on a des fuites. De manière réciproque. de- Si vous avez 23 000 euros, on est prêt à les prendre aussi de manière réciproque. On recherche. On les trouvera peut-être, mais bon. Après tout, surtout que ces périns, ça peut durer 20 ans ou 40 ans. C'est quand même pas rien. Quoi. Ah non, 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 non. non, Ah, non. c'est de. alors, Cumulé sur le nombre d'années, hein, ça représente. Là, on parle du projet, d'un nouveau projet. Dans 2 ans, le parc existant arrive à son terme. Donc il faudra en 2026 se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des 8 éoliennes existantes. On a été le 2e parc du Calvados. Donc il va falloir se dire est-ce qu'on refait les mêmes, est-ce qu'on les enlève, est-ce que donc, on se posera la même question pour les 8 existants. La réponse, je pense, est tout de suite trouvée. Hein. La préfecture ne dira pas oui à un démantèlement du parc. Hein. Je ne pense pas. Et puis Je suis d'accord. Et l'industriel fera valoir le renouvellement à 20 ans. Ah, bien sûr, Évidemment. Sauf erreur de ma part, les conventions avec les propriétaires sont sur 50 ans. 40, 2 fois 20. Pour 40 ans. 2 fois 20. Ils ont dû prévoir 2 fois 20 compte Oui. tenu de la C'est étonnant. de renouvellement. Mais après, Ça veut peut dire, être 50. ça veut dire que le promoteur s'est engagé à indemniser les propriétaires sur 40 ans sur un parc d'une durée de vie de 20 ans. Ouais, C'est un calcul. oui, c'est comme ça. Avez-vous d'autres questions sur ce point?
Sinon, on va passer Est-ce au... est-ce qu'on a une idée de la position de Bellembreville? C'est oui, C'est oui. oui, ils sont favorables. Ils ont été plutôt porteurs du projet par rapport à IEL. Non. Je sais pas. Je suis pas sûre. Non. Je dirais pas ça. Non, non, non. En tout cas, sachez que voilà, vous aurez l'information sur les réseaux sociaux et aussi dans vos boîtes aux lettres, puisque c'est IEL directement qui mettra le flyer. Vous aurez les jours de permanence et horaires d'IEL à la mairie. Comme ça, vous pourrez leur poser toute autre question. Je voulais poser la question. Ce nouveau promoteur, en fait, il a été imposé. Enfin, pourquoi c'est un nouveau promoteur? Je ne connais pas du tout. Est-ce que l'ancien promoteur s'est positionné ou il ne fait plus du tout de... Ça, alors nous, on a rencontré l'ancien promoteur et propriétaire l'année dernière déjà. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je sais que c'est là où je disais il y a un possible litige parce que le promoteur actuel était lui aussi parti peut-être pour faire une extension de parc. Disons que je pense qu'il s'est fait doubler par IEL dans son projet. Après, c'est un problème entre promoteurs. Mais en fait, c'est par les propriétaires qu'ils arrivent. C'est-à-dire une fois qu'il y a un propriétaire qui est d'accord, là, le promoteur rentre en lice, si on peut dire. N'importe quel promoteur. N'importe lequel. S'implanter, On peut essayer. On a très régulièrement en commune, en mairie, des promoteurs éoliens de la France entière ou de l'Europe entière qui viennent nous voir en disant est-ce que la commune a des terrains, est-ce qu'on peut implanter, etc. Régulièrement. Et nous, on n'a jamais donné suite parce que on n'a pas de terrain pour implanter les éoliennes et puis ça fait avec des particuliers. Je ne crois pas qu'un seul des parcs environnants soit sur un terrain public. Je pense que ce soit Valembré au Prénouville ou le premier parc de Condé-sur-Rif, Pierre-le-Doré, c'est que des terrains publics. Oui. Le projet de construction et de mise en service est prévu pour quand? Si ça se fait? C'était sur 2 ans. Ouais, sur 2 ans, ouais, c'est pas avant 2025-2026. C'est impressionnant la construction d'un parc éolien. Nous, on n'avait jamais vu. Mais on est concerné par un parc éolien. Ça fait 13 ans qu'on a signé les premières conventions. Hein. Oui. Les éoliennes sont toujours pas là. Bon, là, je pense que ça va être. Mais du coup, t'es payé Là les maintenant, 13 ça va aller premières beaucoup années plus quand même. Comment? T'es payé quand même les 13 premières années ou t'es pas payé tant que les Pendant que le éoliennes parc éolien n'est pas mis en Ah oui. place, non? Ça dépend des recours. Voilà. Non, mais ça quand il va se dépend mettre des en place, recours, ça dépend. Si, j'ai envie de dire, si la collectivité ou les collectivités sont d'accord, ça peut aller très vite. S'il y a des oppositions, ça va être ralenti et on sait d'ores et déjà qu'on aura des recours de toutes les associations de protection de l'environnement. C'est systématique. Même pour un projet écologique. Même. Sur le parc actuel, information 2004, inauguration juin 2006. C'est court. Très court. On a eu la chance de passer dans un vide juridique à l'époque. Il y avait moins d'opposition. Bon. Je pense que- Et on a fait, comme Coralie l'a indiqué, beaucoup d'informations à la population. Nous, je pense qu'on va avoir. On a eu un projet qui est tombé à l'eau, heureusement, très rapidement, d'implantation de 6 éoliennes sur les coteaux d'Argence. Voilà, c'est un projet qui est parti aussi vite qu'il est arrivé. Et on a été sollicité dans les semaines précédentes par 3 ou 4 associations nous disant il faut que vous votiez contre, etc. etc. Là, si ça se fait sur le territoire, on va être sollicité forcément. enfin, le parc dont je parle, il était situé dans la zone du radar de Falaise. Oui. Donc il y a eu 13 ans de procédure. Pour aboutir à la fin, mais puisque c'est le préfet qui C'est pour ça que je disais que sur la zone, on est quand même dans la zone de. Il y a certaines éoliennes qui sont dans la zone du radar de Falaise. Comme on est à la fin de la zone, ça passe plus facilement. Par contre, l'aéroport de Carpiquet, ça passe pas du tout. Là, c'est évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éoliennes tout autour de Caen. Il faut être honnête. Le couloir aérien, il n'y aura jamais d'éoliennes à cet endroit. Et ce parc-là, la communauté de communes et toutes les communes avaient voté contre. Dont vous, Oui, c'est vrai. il y a quelques mois. Sur le parc de Contville, oui. On a suivi la campagne. Oui, on a suivi la campagne. Valentin a voté contre. A voté contre aussi alors qu'ils étaient pour et que c'était chez eux.
Mais c'était pas eux qui avaient porté le projet au départ. C'était Pierre parce Livré. que c'était une commune nouvelle. Ouais. Et qui s'était engagé à maintenir les projets qui étaient antérieurs à Ah, ça, je l'élection. connais Bon, pas bref, les affaires de passons. Malandré, c'est les affaires de Malandré. On va passer aux questions diverses. J'ai une demande de prise de parole de l'association de sauvegarde de l'église Saint-Martin de Chicheville. Et on peut venir? Oui, vous pouvez venir. Évidemment. Venez, monsieur. Je pourrais presque parler à Capella, s'il y a que ça. Bonjour, bonsoir. André Arvego, donc président de l'association de sauvegarde de l'église Saint-Martin de Chicheville. Vous avez dû voir que nous avions commencé les travaux. La commune a généré un dossier il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec la participation de l'association de sauvegarde. Et on est signataire avec la Fondation du patrimoine d'une convention tripartite pour mener à bien, autant que faire se peut, dans un premier temps, la restauration du clocher du XVIe siècle, XVIIe siècle, parce qu'il est à cheval. Donc vous avez pu voir déjà l'échafaudage, l'emmaillotage, les travaux qui seront démarrés. Et dans ce cadre-là, on voudrait vous parler de 2 opérations. Je vais passer la parole à Daniel, qui est notre trésorier tout à l'heure, pour l'opération Coq, que vous voyez là-bas. On a enlevé du sommet du clocher et que Daniel a rénové dans l'état que vous voyez. Donc il va vous en parler. Et ensuite, moi, je vous parlerai, on va faire le plus vite possible, de l'opération Tuile. Voilà, je te passe la parole, Daniel. Merci. Alors, j'ai été sollicité parce que bon, j'y vais assez souvent et les gens me voient aller sur le chantier. Et en pratique, dans l'association, c'est moi qui suis pratiquement les travaux. Et beaucoup de gens me demandent, mais où est-ce que vous en êtes? Apparemment, ça n'avance pas. Bon, alors, d'abord, je peux vous dire que c'est quand même, ça avance, que c'est très long, et qu'on a des consignes de sécurité. Et la première consigne de sécurité, c'était l'échafaudage. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est. Mais quasiment on a construit un immeuble autour de l'église, hein, c'est à peu près ça. Donc ce que vous n'avez pas sur d'autres échafaudages, on l'a ici, on a un escalier, on monte jusqu'en haut de l'échafaudage en toute sécurité. Et alors je voudrais vous dire que ce qui se passe, alors on a profité du fait qu'on a voulu comment dirais-je, donner une nouvelle consistance à l'édifice où il y a des fentes. Donc, dans les vieilles maisons, qu'est-ce qu'on fait? On met des tirants, voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui va être fait. On en profite pour changer les pierres qui sont cassées. Donc on aura des pierres neuves. Rien que le choix des pierres, je ne vous raconte pas, c'est parce que les carrières maintenant sont fermées. Beaucoup de carrières sont fermées. Pour avoir de la pierre qui est exactement de la même couleur que celle qui est là, c'est pas facile. Et donc après tous ces palabres, donc la pierre est choisie, rassurez-vous. Il en faut 6 mètres cubes. Et il en faut 6 mètres cubes. Donc 6 mètres cubes de pierre. Et donc première opération qui a été faite après l'échafaudage, ça a été d'examiner la tour du haut en bas. Alors premier examen avec un drone. Ensuite, c'est ce qui a permis d'avoir à peu près une bonne idée de ce qu'il fallait faire. Deuxième opération, regarder, ausculter la tour pierre par pierre pour savoir quelles pierres sont changées. Prendre les dimensions des pierres pour pouvoir les faire, parce que toutes ne seront pas taillées sur place. Il y a des pierres, notamment en haut, qui ont des formes très particulières, qui seront taillées en atelier. Donc, photocopie, photo des pierres, dimension des pierres, exactement. Donc, c'est un travail, disons, d'orfèvre, simplement orfèvre en pierre. Donc, cette opération-là est terminée. Deuxième opération, la couverture. Alors, il fallait enlever les tuiles, donc tout ça enlevé. La charpente. La charpente, en situation tout à fait limite. Donc, elle a été confortée avec des bois nouveaux. Et actuellement,
Alors après, il a été question de dire, est-ce qu'on met une sous-toiture, comme dans la maison actuelle, ou est-ce qu'on n'en met pas? Pratiquement, la sous-toiture ne coûte rien, ou à peu près, parce que... je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne met pas de sous-toiture, les ouvriers ont difficilement accès, parce qu'il faut découvrir chaque jour. Donc, le couvreur, enfin l'entreprise, perd 3/4 d'heure à 3 ouvriers ou 4 ouvriers pour enlever les bâches et pour les remettre le soir. Coût pour l'entreprise, ça coûte beaucoup moins cher de mettre une fois pour toutes une sous-toiture parce qu'ils n'ont plus besoin de découvrir après. Donc voilà, une explication toute simple, c'est pourquoi ça ne coûte rien. Pour les raisons de sécurité, exactement. Quand on a enlevé la couverture, on s'est aperçu aussi que les arases, le haut des murs, je traduis, le haut des murs, il y avait des choses à refaire. Donc, il fallait les refaire. Et on s'est aperçu aussi que, quand on est arrivé là-haut, eh bien, quand on est à l'intérieur, on a 12 mètres de vide. Sécurité, sur les arases, l'entreprise a pris à sa charge le fait de mettre un plancher. Donc ça, c'est pour sa sécurité, ils ont fait un plancher. Alors imaginez simplement qu'on met un plancher, on met la ouverture, etc., tout est fini. Après, on ne peut plus enlever le plancher. Donc on a eu un plancher quasiment pour rien, je pense qu'on va payer les planches, quand même. Bon, voilà. Mais ça nous permet d'accéder directement et de façon pérenne en haut de la tour sans problème sans risque. Voilà. Donc, je termine rapidement parce qu'on en est là, à ce point-là, et on a une alternance. À la fin de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à latter. Donc, donc l'entreprise de couverture va vraiment, vous allez voir une nouvelle couverture, si vous voulez, d'ici 3 semaines. Voilà, donc voilà une échéance. Hein. Donc là, ça va se voir. Alors, détail de parcours, vous vous souvenez qu'en haut de l'église, bien entendu, il y a une croix. Alors la croix, on l'a descendue parce que tout le bas était pourri, le terrain était pourri. Elle a été restaurée par mes soins. On a bloqué la rouille. Elle a été remise en place et le coq qui est là, c'est le coq original. Et nous vous passerons ultérieurement un petit... on fera une réunion pour montrer les travaux à la fin. Et vous verrez le coq original. Il a été fusillé par les Allemands pendant la dernière guerre. Et il avait une douzaine de trous. Si vous le regardez, je vous l'ai amené ici, si vous le regardez en détail, vous verrez qu'on a mis des rustines. Et c'est M. Romer, Zinger, maître artisan Zinger, qui m'a aidé à mettre toutes ces rustines. Et maintenant, donc, on l'a mis sur roulement. Il y a des roulements de lit. Et vous pourrez le faire tourner si vous voulez. Et puis on a rééquilibré, on lui a remis du plomb dans la tête. C'était un coq un peu feu follet. Il a peu cachant. Et on a dû lui mettre du plomb dans la tête pour rééquilibrer, pour éviter qu'il navigue toujours la même direction. Voilà, ce sont des détails de technique, mais pour vous dire qu'il y a eu un travail assez important et que le coq pourra être remis en place, je pense, d'ici 3 semaines à 1 mois. Et quel âge il a? Pardon? L'âge du coq. On l'ignore. L'âge du coq. D'origine? Vraisemblablement 1850. L'origine de la reconstruction de l'église. Oui. Alors, il est plus petit qu'un coq classique. Les coqs classiques font 65 cm. Celui-là, il n'en fait que 45-50. Mais c'était notre coq. Et nous avons décidé, d'un commun accord entre nous,
de conserver notre coque, c'est notre coque et on y tient. Même s'il a des rustines, c'est pas grave, c'est le nôtre. Voilà. J'en ai terminé pour vous informer sur les travaux. Donc vous voyez, ça avance, peut-être doucement, mais ça avance. Et sachez que la durée des travaux est de l'ordre de 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous verrez cet échafaudage. Est-ce que on a la caméra qui est là? Est-ce que vous pourriez amener le code pour la caméra ou pas? Pour qu'on le montre aux gens, parce qu'on est retransmis. Ah, le code, là, pas de problème. Si vous voulez vous placer là, plutôt, de la caméra. On voit on enlève ou on dans la tête? Bien, je vais poursuivre. Donc, on était dans le cadre des travaux, principalement donc, pour le moment sur la toiture, puisque l'échafaudage est monté jusqu'en haut. La première chose à faire, c'est la toiture. Comme vous le savez, l'association de sauvegarde participe activement avec la commune pour avancer le projet. Nous avons aidé au montage des dossiers de financement de manière à obtenir les quelques 200 000 euros qui sont nécessaires à l'opération. Et donc, on est toujours en recherche de sous, d'argent. Évidemment, on a signé une convention tripartite avec la Fondation du patrimoine, comme on avait pu le faire 5 ou 6 fois quand on a rénové déjà la chapelle de Bénouville. Et donc, il y a toujours des dons possibles au profit de la Fondation. Mais au-delà de ça, avec la commune, on a eu une idée liée au fait qu'on doit faire la toiture, comme vous l'a indiqué Daniel tout à l'heure. Et vous allez recevoir d'ici peu dans vos boîtes aux lettres ce petit prospectus qui vous propose de participer à la restauration de la tour clocher en parrainant une ou plusieurs tuiles. On n'a rien inventé. Il y a différentes communes qui ont déjà pratiqué en France ce procédé. Il s'agit de parrainer en achetant une tuile pour 10 euros, en inscrivant son nom au dos de la tuile, et comme ça vous figurerez pour l'éternité dans la toiture de l'église en question. Donc je relis ce que vous allez avoir. Le principe est simple: pour le prix de 10 euros la tuile plate, ou plus, ou plus en euros, ou plus en tuiles, bon ça on verra. Ce sont des tuiles monuments historiques qui avaient été retenues au moment du choix des travaux, pour les spécialistes de format 16-27, et qui s'appelle Monument historique Doyer de la société Édile. Vous pouvez donc inscrire votre nom sur la partie intérieure de la tuile, qui sera ensuite posée, j'en ai amené une là, sur la toiture du clocher. Donc on va pratiquer cette opération les samedis 4 et 5 novembre prochains, le matin et l'après-midi, respectivement sur les 2 jours. Et on vous accueillera, l'association va organiser l'accueil, etc. On va faire toute la publicité nécessaire à l'opération et on espère que vous viendrez nombreux, que vous convaincrez vos voisins, vos amis de venir pour acheter une tuile ou plusieurs tuiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ainsi participer à la restauration de l'église, sachant que les travaux que Daniel a évoqués tout à l'heure, on a découvert, on a examiné, le maçon a examiné, il a calpiné, etc. On a découvert des surprises. Donc on est déjà en surcoût au-delà du chiffrage initial des travaux. Ça ne pouvait pas manquer d'arriver. Donc on compte sur vous et rendez-vous donc les 4 et 5 novembre prochains. Toute la pub va vous parvenir. Merci de votre attention. Je peux ajouter un petit détail, mais qui n'en est Pas un. La France a les contribuables français ont un privilège qui n'existe dans aucun pays d'Europe. C'est de pouvoir dire: mes impôts vont servir à ceci ou à cela. Il y a suffisamment de publicité qui en est faite pour les gens qui paient des impôts, de dire: moi, je voudrais que mes impôts aillent pour la lutte contre le cancer, pour ceci, pour cela. Donc, tout ce qui est d'intérêt général, notamment le patrimoine, fait partie de ces sociétés ou de ces entités qui sont aptes à recevoir vos impôts. Donc,
quand vous donnez, je vais donner un chiffre qui n'a absolument aucune valeur pour l'un ou pour l'autre, mais ça va vous donner tout à fait une idée de l'intérêt de la chose. Si vous donnez 100 € au patrimoine avec un chèque, par exemple, libellé à Fondation du patrimoine Chiche-Beauville, la Fondation du patrimoine va toucher ce chèque et va vous envoyer un reçu fiscal qui vous permettra d'avoir un crédit d'impôt de 75% du montant de votre chèque. Donc, si vous voulez, donc une image, vous donnez 100 €, ça vous coûtera au bout du compte 25 €. Donc la tuile, voilà. coûtera, c'est 2,50 €. Oui, parce que c'est 75% en dessous de 1000 €, parce que le taux légal est de 66. Hein. Et c'est 75 en dessous et 66 au-delà du coup. Mais bon, pour les premiers 1000 €, c'est 75. Oui, mais je pense que ça va servir à tout le monde. Oui, à chacun de nous. Non, mais on pourra dire aux personnes qui sont intéressées qu'au final, la tuile leur coûtera 2,50 €. Voilà. 6 empreintes de cœur. 6 ans, oui, 6 empreintes de cœur. Oui. Il faut combien de tuiles? Vous avez besoin de combien de tuiles en fait en tout? Alors ça, je crois que c'est 4 mètres cubes qu'il nous en faut. Ouais. Ça fait combien? Alors ça fait combien de tuiles? Je ne sais pas vous dire. Je n'en fais le calcul. 70 mètres carrés à raison d'une soixantaine au mètre carré, selon le mode de couverture. Et la nature de la tuile qu'on a retenue, en général, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour se faire une idée. 4500. Oui, à peu près 4 millions, entre 4 et 5 millions. Donc 4500. Donc si on les vend toutes, 4 millions. 45 000. D'autres questions? Ah oui, 40 €, 45 000. C'est ce qu'on espère avoir, 45 000 €. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Bravo pour votre travail, pour l'association. On avait un dernier point d'information à vous faire. Je laisse la parole à Madame Pauluc. J'y vais. C'était pour vous informer. Alors on l'a déjà fait dans le Chibo Info que vous allez recevoir. Vous êtes nombreux depuis des mois, voire des années, à nous interpeller sur les problèmes de circulation de la RD 232 de la rue Yole. On a voté au précédent conseil municipal l'enfouissement des réseaux pour la dernière partie de la rue Yole, c'est-à-dire du petit rétrécissement qui a lieu ici pour les plus anciens d'entre vous, la maison de monsieur Marcel Gibert ici, jusqu'à la sortie de Chiche-Beauville vers Bénouville. Donc là, l'ensemble des candélabres vont être changés et tous les fils qui circulent de maison en maison et de poteau en poteau vont disparaître. C'est un préalable à une sécurisation générale de la traversée de Chiche-Beauville. Nous avons pris attache il y a déjà plusieurs semaines avec un maître d'œuvre qui travaille actuellement sur une étude de sécurisation. Là un stop, là un plateau, là un changement de priorité ou un changement de voirie. Également la réalisation des trottoirs sur l'ensemble de la traversée. Donc l'étude est en cours. Une fois que l'étude sera terminée, je pense qu'on réorganisera une réunion pour parler sécurisation et présenter le projet, avoir vos retours sur le projet pour pouvoir lancer définitivement ce projet. Et Jacqueline, je te rassure, il restera des fils électriques dans la plaine quand même pour les hirondelles. Donc elles pourront toujours se poser sur les fils électriques. Parce que ça marche, les stop. Ah non, ça coupe la vitesse. Ça coupe la vitesse. Donc voilà, c'était pour vous informer que on ne lâche pas ce projet de sécurisation et que c'est un point important. L'enfouissement des réseaux aura lieu en 2024. On a eu la confirmation par le SDEC. Je pense qu'on va avoir des réunions de préparation dès janvier. Ce qui veut dire que psychologiquement, préparez-vous à ce que pendant plusieurs mois, la traversée de Chiche-Beauville soit très compliquée. Avec sûrement des feux alternants, des routes coupées parfois, pour permettre l'enfouissement de réseaux. Un mal pour un bien. On est obligé de passer par là.
Ça fait partie malheureusement des étapes obligatoires pour que ça évolue dans le bon sens. C'est comme disait Coralie, votre sujet, quand je vous croise ou quand vous venez à la mairie, c'est qu'on nous parlait des problèmes de circulation et de sécurité dans la rue Éole. Donc ça, on l'a très bien compris et on partage tout à fait votre ressenti. Moi-même, je suis effarée de voir la vitesse à laquelle les voitures roulent rue Éole. Et quand je dis les voitures, c'est aussi les bus scolaires. Rien ne leur fait peur. Et puis, pourquoi des stops? Parce qu'on a une jolie priorité à droite, un peu plus loin, rue de l'église. Et en général, il faut attendre à peu près 10 voitures pour qu'il y en ait une qui s'arrête, qui comprenne qu'il y a une priorité à droite. Donc, le stop va permettre cette priorité à droite, mais aussi de limiter la vitesse, du moins la casser. Et puis pour ceux qui habitent rue Éole, leur maison prendra de la valeur. Donc il y a des enfouissements de réseau qui sont payés 5% de plus de valeur pour la maison, selon les agents immobiliers. Il y a des bénovilés aussi qui sont présents ici. Je n'ai toujours pas de date de début de travaux. Et j'en suis fort Marie, comme on dit, fort désolée. C'est-à-dire que nous, on a eu une demande du département pour terminer les travaux de Bénoville, qui devaient commencer le 16 septembre. On a eu un arrêté. Autry a été extrêmement réactif en disant on arrête les camions poubelles. Donc, quand on a vu que les travaux ne venaient pas, donc on a rappelé Autry. Donc là, pour l'instant, le tri est revenu. On a demandé au département, avez-vous une date? Oui, incessamment sous peu, ça aurait dû commencer lundi. Depuis lundi, il y a la petite cahute d'Enedis qui est stockée à Bénoville et je n'ai pas d'autres informations à donner. Il me semble qu'ils l'ont câblé, il est câblé. Oui, il a été câblé hier ou avant. Le groupe pétrolier a été câblé hier. Ça va commencer incessamment sous peu. Dès qu'on a une date, on demande et dans les travaux, on a la reprise du rond-point et le point le plus important, c'est qu'ils vont, pour les problèmes d'inondation qu'on a au point le plus bas de Bénoville, en fait, ils vont déplacer la ligne électrique qui se trouve, quand on est dans le sens de descente, la ligne électrique, les réseaux électriques se trouvent à droite. Et pour pouvoir régler le problème du pluvial, les réseaux électriques vont être déplacés sur la gauche de la voirie. C'est pour ça que ça va être très très compliqué. Sur une toute petite portion, c'est-à-dire du bas de la côte, la maison de M. Stewart, jusqu'au chemin de la Marette. Donc c'est cette partie-là qu'Enedis va travailler. Et donc une fois qu'ils auront déplacé le réseau électrique, le département va pouvoir recréer un réseau de pluvial sur la partie droite qui va jusqu'au Sémillon pour éviter qu'il y ait des inondations chez les particuliers et finir l'enrobé qui n'a pas été fini sur le trottoir jusqu'au panneau d'entrée et d'agglomération et les marquages de rond-point qui n'ont pas été faits et une reprise aussi du rond-point franchissable qui a été fait. Donc ça, c'est ce qu'on nous a annoncé. Donc on reste vigilant. Dès qu'on a des informations, de toute façon, on vous diffusera. Question. Est-ce que vous avez quelque chose pour faire ralentir les gens? Parce que là, vous condamnez ils vont pas à 90-100. Ils se font plaisir. Les camions, ils y vont à 90-100. Alors on a rencontré avec M. Buisson le major Liévin, qui est le nouveau responsable. On a de nouveau un major à la brigade de Moult de Cheville, de gendarmerie. Et on lui a demandé des contrôles de vitesse à la fois sur la rue Éole et à Bénoville. Alors pas pendant les vacances scolaires, parce qu'on trouvait que c'était pas pertinent de le faire pendant les vacances, parce qu'il y a un petit peu moins de trafic. Mais logiquement, ils vont le faire à la rentrée. Et là, vous avez vu les rayonçeurs, ils sont cassés, ça y est. Alors, c'est un grand débat qu'on avait eu avec le département sur. Au début, c'était un plateau qui était prévu, mais la pente fait que ce n'était pas réalisable, c'était pas possible. Donc le département a mis des coussins berlinois, on était très sceptiques dès le départ, on leur a dit ça ne tiendra jamais. Ah bah oui, c'est cassé. Voilà. On avait raison. Après, on continue à travailler sur le projet de déviation de Bénoville. On a eu une rencontre il y a 15 jours avec les élus de Valembré, avec les deux entreprises Phosphea et Veolia, un échange qui était très constructif. On a réussi à mettre des scénarios, des tracés en place. On a renvoyé le dossier à la préfecture, donc là on attend le retour de la préfecture pour savoir si les tracés sur lesquels on a travaillé sont réalisables. La préfecture doit nous donner une réponse avant le 1er décembre, pour ensuite nous qu'on puisse lancer un maître d'œuvre. Et on parlait de notre maître d'œuvre tout à l'heure qu'on a contacté pour la rue Éole. On lui a donné aussi ce dossier-là de la déviation de Bénoville, donc en masqué, comme on dit, c'est-à-dire sans que le projet soit vraiment lancé.
On a déjà un maître d'œuvre qui travaille sur le dossier, comme ça, le jour où la préfecture nous dit c'est bon, vous pouvez lancer l'appel d'offres, au moins tout ce qui est travail préparatoire, on l'a déjà fait avant. Oui, c'est vraiment... On lâche rien, hein, sur la déversion, sur Bénoville, vous inquiétez pas. Ouais. Monsieur Aubry. Est-ce qu'on peut signaler quand même les 3 tests de la rue dans mon secteur, là, donc, où les voitures se croisent avec les cultures, des fois, il y a des risques de... moi, j'ai peur. Hein. À la sortie de la Velène. Bah, moi, quand on arrive de Chicheboville, qu'on veut tourner le Z, là, là juste ici, là, c'est quand les cultures sont hautes, les voitures passent. Oui, depuis toujours, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vrai qu'on avait profilé la route pour faire la priorité à droite, mais ça n'enlèvera pas qu'il faudrait, j'ai envie de dire, il faudrait, si on aboutit à notre projet de continuité du trottoir, de voie verte entre Chicheboville et Bénoville, projet sur lequel nous travaillons actuellement. On a des premiers retours qui sont plutôt positifs. Ça veut dire qu'il y aura une voie en plus et donc la visibilité pour les voitures sera plus large. Parce que là, en été, c'est... chaque fois, on est risqué. Parce que encore ce matin, mon mari a failli se faire chavirer par un camion. Ah, mais il a failli lui passer dessus. Hein. Alors, je vais vous dire hein, ce que les entreprises nous disent. Relevez la plaque, donnez la plaque, nous on les transfère aux entreprises. Ah oui, systématiquement. On les donne aux entreprises, on sait qu'il y a des rappels à l'ordre. Ah, on prend les photos et les numéros. Il faut les envoyer les photos. On prend de photos. Quand j'ai fait signe de ralentir, oui, non, mais ça, oui, même les gamins en vélo. Daniel. Oui, on sait que la densité de la circulation, elle est liée aussi à l'absence de la déviation de la 813. Alors, est-ce qu'on a une espérance? Parce qu'il y a des belles pancartes. Ah non, mais là, ils ont recommuniqué. En fait, se termine là d'ici un mois, je crois, les ouvrages d'art. Donc c'est vrai que depuis un an, on n'a rien vu parce que le département a créé des ouvrages d'art, ce qu'on appelle les ponts, les passerelles. Donc nous, j'ai envie de dire, visuellement, il y a celle de Vimont qu'on voit qui a été la première à être faite, qui est très belle. Et donc c'est les deux premiers. Les 4 autres, les passages au-dessus du Sémillon, du canal Oursin et dans les marais de Vimont se terminent. Ce qui veut dire qu'à partir du premier trimestre 2024, là on va voir les camions de Tofoliti, parce que c'est Tofoliti qui a eu le marché, vont créer la route, et là on va voir concrètement la route avancer, du nouveau rond-point de Bélangreville-Moult jusqu'au rond-point entre Frénouville et Bélangreville. Là ce sera beaucoup plus parlant. Normalement l'entrée en service c'était 2027, non c'était 2024, ce ne sera pas le cas. Mais ça sera 2025 assurément. On va la voir, maintenant c'est parti, hein, c'est juste qu'on faut être patient. Après, est-ce que ça changera le trafic pour Chicheboville? Moi j'en doute. Peut-être un peu, mais pas tant ça. Les gens ont pris l'habitude, ils se disent parce que ça va boucher. Sauf que vraiment il y a des ralentisseurs, en fait, ça les énerve. Ce qu'il faudrait compter, c'est les gens qui passent ici, où est-ce qu'ils vont après. Et ils ne reprennent pas la route de Paris, pas tous. Je suis pas sûre. Il y en a. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont sur Sauguier. C'est vous qui avez mis les panneaux vous savez, interdit aux poids lourds. C'était nous qui les avions, mais oui. Oui, parce que là, je peux vous assurer qu'on s'en prend plein la figure. Parce que vous avez les camions qui, du jour où les panneaux ont été enlevés, vous faisaient des grands bras de gueule, vos panneaux, vous pouvez plus les mettre, vous voulez. Ah, j'ai dit non, mais attendez, vous rigolez, tout ça, je voulais savoir si c'était. Bon, de toute façon, les panneaux, on se les a fait taguer. Tous les jours. Les panneaux étaient tagués tous les jours. Vous avez dû vous prendre en photo devant le panneau. C'est moi qui l'ai. Vous savez, on a installé des panneaux dans les marais. Avec la communauté de communes, des panneaux directionnels dans les marais et des panneaux pédagogiques pour les enfants. Ils ont été posés le vendredi, un vendredi dans la journée. Le samedi matin, 12 heures plus tard, le conservatoire est retourné voir pour faire la vérification. Et l'ensemble des panneaux directionnels étaient changés de sens et ils avaient caché un des panneaux pédagogiques pour les enfants. Donc, c'est tout. Faut passer outre, faut pas que ça arrête l'envie de faire des choses. Mettez des caméras. Oui, mais dans les marais, ça va être un peu compliqué. Les caméras de chasse, dans les marais, on peut. Caméras de chasse. Très polémique les caméras.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? On aborde quel sujet? Si vous n'avez plus de questions, ben on vous propose un petit verre de l'amitié. Oui, un petit verre de l'amitié, on va aller vous servir à boire. Avec les 23 000 euros. Avec les 23 000 euros. C'est pas du champagne.